revoici pour un nouveau CQFR. Shai, il y avait des choses intéressantes quand même à discuter ce matin. On va commencer par un petit mea culpa. Hier, on a complètement oublié, honte à nous, de vous donner le résultat du quart de finale de l'équipe de France de basket fauteuil, qui s'était malheureusement inclinée, et assez logiquement, j'ai envie de dire, au vu du début du tournoi des Bleus, 82-47 face à Team USA. L'équipe de France de basket fauteuil, donc qui ne pourra pas accéder aux demi-finales, mais qui jouera ses matchs de classement aujourd'hui. Voilà, il joue aujourd'hui à 18h15 contre les Pays-Bas pour les places entre 5 à 8. Shai, un petit retour peut-être quand même sur cette défaite face à Team USA? Ouais, alors défaite attendue, tu l'as dit parce que c'est un ogre en face, hein. C'est une équipe qui avait gagné les 2 dernières éditions et c'est voilà, c'est Team USA quoi et les Bleus, qui eux par contre, du coup j'ai découvert ça du coup hier, mais ça faisait 20 ans que l'équipe de France de basket fauteuil était pas au jeu et donc c'était déjà, là le coup de remettre de réapparaître en compétition olympique et c'est en ça, c'est ce que disait leur coach, Franck Borneron, c'est-à-dire que c'est déjà une belle performance d'avoir été présent et de s'être montré, d'avoir pris de l'expérience. Ça a évidemment pas suffi après déjà 3 défaites en phase de poule, pour les Bleus. Après les États-Unis, c'était un peu trop fort et ils se sont donc inclinés 82-47. Il y avait que 14 points de retard à la mi-temps, donc c'était pas complètement mort, mais derrière les Américains ont accéléré et ça fait un score un peu plus large. Voilà, donc il y a des matchs de classement encore, tu as raison de le souligner, qui sont importants parce que c'est bien de remporter des matchs à domicile pendant ces Jeux olympiques, d'avoir un classement, pourquoi pas honorable après avoir commencé par toutes ces défaites et voilà, on leur souhaite de finir bien classés après avoir, découvert pour tous les joueurs qui étaient là, les Jeux olympiques. Ouais, donc l'équipe de France, je vous le rappelle, qui jouera aujourd'hui les matchs de classement, qui jouera donc contre les Pays-Bas. Ça sera à 18h15, si je ne me trompe pas. Et de l'autre côté, je vous donne quand même les affiches des demi-finales qui seront intéressantes à suivre si vous avez l'occasion de voir les matchs. Il y aura donc d'un côté, voilà, Grande-Bretagne-Allemagne à 16h, et de l'autre côté, États-Unis-Canada à 21h30 pour un duel purement américain. Puisqu'on parle de match et de performance, Shai, il y avait hier un nouveau. Comment dire, j'ai l'impression qu'on dit ça, on le disait Ouais. hier, on le dit aujourd'hui, tous les jours quasiment, il faut faire une news pour dire que Caitlin Clark est rentrée dans l'histoire. Mais elle a écrit une nouvelle page, donc un nouveau record qui va rester dans les livres d'histoire de la WNBA. Caitlin Clark, donc hier, qui a enregistré son deuxième triple-double, sachant qu'avant elle, aucune rookie n'avait jamais réussi le moindre triple-double. C'est ça, on parlait d'elle hier parce que le Fever, s'était qualifié en play-off sans avoir joué. Et là, pour le coup, le Fever jouait et le Fever a fêté sa qualification pour les playoffs. Je le rappelle, c'est la première fois depuis 2016, donc ça remonte quand même. C'est une franchise qui avait besoin de retrouver les playoffs et ça coïncide avec l'arrivée de Caitlin Clark. Et Clark elle-même a fêté ça avec un triple-double, tu l'as dit, le deuxième de sa jeune carrière en WNBA. Une rookie qui fait ça, c'est quand même effectivement pas banal, voire exceptionnel. Et lors de la victoire contre les Sparks, donc elles ont gagné 93-86, Caitlin Clark fait 24 points, 10 passes, 10 rebonds, 3 interceptions, totalement dans la lignée des performances qu'elle fait depuis le break olympique. On en a déjà parlé ensemble, hein, mais les gens ne se rendent pas forcément bien compte parce que en NBA, les joueurs qui sont draftés ont largement le temps de se reposer mentalement et physiquement, de s'acclimater à leur nouvelle équipe. Caitlin Clark, je le rappelle, elle a enchaîné finale du tournoi NCAA, draft et training camp plus saison en l'espace de quelques semaines. Donc, elle n'a pas eu le temps de se reposer avec toute la hype qui est autour. Et donc là, le début de saison a été un tout petit peu plus compliqué que ce que beaucoup de gens attendaient. Et là, maintenant, elle est sur une autoroute en termes de niveau. C'est même bien supérieur à ce à quoi je m'attendais à ce stade. Et le Fever est à 8 victoires en 10 matchs, avec la 6e place pour l'instant du classement général, ce qui fait que pour l'instant, elles affronteraient les Minnesota Lynx, ce qui ferait une belle affiche au premier tour, et puis un peu plus ouvert que si elles jouaient Vegas ou New York. Donc voilà, super performance de Caitlin Clark encore une fois. Super performance du Fever. On en parlait là aussi ensemble hier, Ouais. mais il n'y a pas que Caitlin Clark dans l'équipe. Là, c'est Alia Boston, par exemple, qui a beaucoup pesé avec 24 points, 14 rebonds, 4 passes. C'est une équipe qui est en pleine confiance et qui fait vraiment plaisir à voir, et pas seulement pour le phénomène qui est Caitlin Clark.
Ouais, c'est ça, tu fais bien de le souligner. Il y a le double-double d'Ali à Boston et aussi Kelsey Mitchell dont Ouais. tu parlais hier. On se posait la question de savoir où se situait le backcourt Clark-Mitchell dans la Mmh. hiérarchie NBA, qui termine aussi avec 18 points, 4 rebonds. Donc voilà, le trio majeur de cette équipe du Fever qui a cartonné hier. Un de mes potes me faisait remarquer que les gens savaient peut-être pas forcément où est-ce qu'ils pouvaient voir les matchs de WNBA, tout simplement. Donc si vous cherchez à voir des matchs de WNBA, sachez qu'il y en a certains qui sont disponibles, il me semble, sur Amazon Prime. Et par ailleurs, il y a le système de League Pass comme pour la NBA. Et le League Pass WNBA est vraiment, vraiment abordable. Il est aux alentours d'une trentaine d'euros, si je ne me trompe pas, pour pouvoir voir voilà, toute la saison, les playoffs, etc. Donc si vous cherchez à voir des matchs de WNBA, il n'est pas trop tard pour vous en mettre plein les yeux cette année. Ouais, et c'est toute la saison, je le rappelle, parce que toi, tu peut-être pas suivi en tant que non-fan de foot, mais il y a des polémiques sur le prix des abonnements, de l'abonnement pour suivre la Ligue 1, donc le championnat de France de foot, où c'est 30 à 40 euros, mais par mois, et pas pour la saison. Donc C'est ouf. là, pour Complètement dingue. voir vraiment du basket de qualité toute la saison et pour les playoffs, pour ce montant-là, donc foncez, c'est vraiment top. On peut ajouter que Beansport diffuse aussi, si vous êtes abonné chez Bean, Bean diffuse au moins une rencontre par semaine, si je ne dis pas de bêtises à Oui. nouveau. Ouais. Corrigez-nous dans les commentaires si vous avez une meilleure info, mais Bean aussi diffuse des matchs. Ouais, et puis là, avec les playoffs qui approchent, je pense que ça sera Ouais. a fortiori, on pourra voir ces matchs-là. Euh, Écoute, il y a eu, alors tu sais, en début de semaine, on parlait de la signature d'Evan Fournier à Olympiakos. Ouais. Je pense que tous les deux, on était d'accord pour dire que c'était une bonne nouvelle. Et visiblement, c'était une excellente nouvelle pour les fans d'Olympiakos qui sont venus accueillir Evan à la sortie de l'aéroport. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux, mais c'est assez fou. Il y a visiblement entre 5000 et 10 000 personnes. Pardon, qui seraient venus l'accueillir. Tu vois les images, les mecs sont. La rue est pleine, ils ont les feux de Bengale, les écharpes, tout ça. Et t'as Evan qui saute et qui danse avec les supporters alors que la saison n'a pas encore commencé. Et quand tu vois ces images-là, vu les 2 années ultra galères qu'il vient de traverser, tu dis qu'il y a de quoi repartir de l'avant avec une patate et une hargne de malade, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il a signé là-bas, hein, c'est assez clair. Il avait déjà sous-entendu. C'était déjà un club qu'il appréciait. Il aime ces ambiances-là, Evan. Il aime le côté chaud et bouillant de certaines salles de basket. Et tu l'as dit, après 2 ans où il a clairement perdu un peu goût au basket, parce que, encore une fois, il n'est pas à plaindre financièrement, humainement. Enfin, ça va, je pense qu'il n'était pas. Mais voilà, pour un sportif de haut niveau à cet âge-là, voilà, tu es censé être dans tes meilleures années et pouvoir donner le meilleur de toi-même sur le terrain. Et il n'a pas pu le faire à New York. Il n'a pas pu le faire. Bon, à Détroit, c'était un peu plus insipide comme atmosphère. Et là, il va passer de cette situation chez les Pistons, après avoir été sorti de la rotation des Knicks, à presque ce qu'il y a de plus bouillant. On retrouve des équivalents en Turquie, en Serbie. Donc dans d'autres clubs grecs évidemment, Lituanie aussi. Enfin voilà, tous les joueurs français passés par là font des témoignages assez dingues de ce qu'ils ont vécu dans ces pays-là au niveau du basket et de l'atmosphère. Et là, il va pouvoir retrouver ça. Et il l'a expliqué après, enfin, ou juste avant, quand il est passé chez First Team. C'est aussi pour ça qu'il a choisi l'Olympiakos, c'est pour retrouver de la compétitivité, parce que ça, il va l'avoir. On en avait discuté, mais l'Euroleague, c'est du très très haut niveau de basket et c'est que des matchs à forte intensité avec un rôle important. Et voilà, cet accueil confirme ce qu'il pressentait sans doute en signant là-bas, c'est que déjà, il est attendu et désiré, ce qui était plus tellement le cas en NBA. Et voilà, on est très content pour lui. On lui souhaite que ce soit une expérience humaine et sportive géniale. Ouais, c'est vrai que déjà il va pouvoir s'inscrire dans comment dire, oui, la légende du club, hein. C'est un club avec un historique assez fou, qui sera cette année encore une fois extrêmement ambitieux, qui a fait un recrutement qui est vraiment impressionnant. Et, tu le mentionnais tout à l'heure, il est passé donc chez les potes de First Team et il est revenu avec beaucoup de clarté, d'honnêteté, comme c'est un peu toujours le cas avec Evan, sur ces 2 dernières années. Et il expliquait même qu'il avait pensé à un moment à arrêter complètement mettre un terme à sa carrière s'il le fallait, tellement il voulait plus de ce rôle être cantonné sur le banc, quoi. C'est ça. Alors, je crois que c'est Erwan qui le lance un peu dessus. Ils avaient dû en parler peut-être un peu avant, mais dans sa déclaration, je peux te redire ce qu'il a dit. Mais en gros, Ouais. il a dit oui, j'ai pensé fort à la retraite. Et pourquoi est-ce qu'il a pensé fort à la retraite? C'est pas pour ce qu'on a dit juste avant, c'est le manque d'offres séduisantes en NBA. Il dit j'avais une offre en NBA, mais je ne voulais pas faire ça. C'était du mentoring, être avec les jeunes dans une équipe qui perd, qui va tanker. Donc là, évidemment qu'ils l'ont relancé dessus, hein. Il a dit bon bah c'était les Wizards. Et donc il précise personnellement, ce n'est pas ce que je voulais. Je sors de 2 ans sans jouer, j'avais pas envie de retomber dans un truc comme ça.
J'ai envie de vivre des moments forts, de jouer au basket, d'être moi-même, de kiffer et de faire de la compétition. Je me suis dit que j'allais rentrer en France et que je verrais. Je m'étais préparé à l'éventualité d'arrêter en me disant que si les offres ne me plaisaient pas, je ne ferais pas déménager ma famille en partant pour partir. Il se trouve que ça s'est bien passé et que l'Olympiakos était chaud. Et voilà, ça permet bien de comprendre le processus. Et on pourrait se dire qu'un joueur avec l'expérience d'Evan Fournier, avec ce qu'il a encore fait en compétition internationale, pourrait intéresser des équipes plus ambitieuses que les Wizards. On comprend l'idée des Wizards, hein, je la trouve bonne. C'est-à-dire que tu as 2 joueurs français assez jeunes. Tu as Bilal Koulibaly et Alex Sarr qui sont là ensemble maintenant. Tu dis un mec qui les connaît un peu et qui est capable de les chapeauter, c'est top pour le groupe, quoi. Mais pour lui, je comprends aussi, il n'a pas 38 ans, il pense qu'il peut encore proposer quelque chose de très 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 solide au niveau basket, donc ça a du sens. J'aurais cru que des équipes tenteraient, un peu plus ambitieuses, tenteraient de le prendre au moins dans la rotation, mais même ça, est-ce que ça l'aurait vraiment satisfait de prendre 5-10 minutes par-ci par-là, je suis pas sûr. Donc ça a du sens et bon, évidemment content qu'il soit pas obligé d'arrêter à 31 ans, ça aurait été un petit peu tôt, surtout avec ce qu'il est encore capable de faire. Ouais, c'est clair, on est ravis pour lui. Tout est, enfin, comment dire, j'ai l'impression que tout est en train de s'aligner pour qu'il reprenne goût et plaisir à jouer au basket. Nous, en tout cas, comme on le disait en début de semaine, on a hâte de le voir Ouais. sur le terrain. Écoute, Shai, avant qu'on referme, je voulais quand même te lancer sur une nouvelle quote. Alors c'est pareil, tout à l'heure on disait tous les matins on parle des nouveaux records de Caitlin Clark, mais tous les matins aussi on est en train d'arbitrer la partie de ping-pong entre la jeune génération et l'ancienne génération, avec des propos plus absurdes les uns que les autres. Alors là, les derniers propos en date sont de Rachid Wallace. Sans doute un peu échaudé du fait qu'on ait dit que le seul joueur des années 90 à avoir eu des skills était Michael Jordan, enfin les propos d'Anthony Edwards, et du coup tu sens qu'il a dû avoir envie de se faire Anthony Edwards. Donc je vous livre les propos de Rachid Wallace qui dit qu'à Ouais. à ce moment de sa carrière, pardon, à ce moment de sa carrière, à mon sens, Anthony Edwards n'est pas meilleur que ne l'était Derek McKee. Alors juste, je vais vous donner quand même 2 informations importantes. Je vous donne à l'heure actuelle les stats en carrière d'Anthony Edwards, qui est 25.9, 5,4 rebonds, 5,1 passes. Je vous donne aussi les stats en carrière de Derek McKee, qui est un très solide joueur NBA, Ouais. sans problème. 11 points, 4,7 rebonds, 2,4 passes. Il a eu son moment de gloire, c'est quand même entre sa 2e saison et il a eu pas une décennie, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 années quand même entre 13.3 et 15.9. Donc c'est vraiment un joueur solide qui a fini 7e dans le vote pour l'élection du MIP dans sa 2e saison NBA. Pour autant, je trouve que c'est quand même assez fou de dire qu'à ce stade de sa carrière, Anthony Edwards n'est pas meilleur que Derek McKee. Je sais pas ce que tu en penses, Shai. Je comprends même pas la comparaison en fait. Parce que Derek McKee, dans mon souvenir, c'était un poste 3-4, il est bien plus grand qu'Anthony Edwards. C'est ça, C'était un 2,05 spécialiste m. défensif. C'était un joueur, moi, dans mon souvenir, c'était un super défenseur. Il a dû faire des All-NBA, des All-Defensive Team et tout, mais c'est pas le même profil. C'est un joueur qui était très très utile à Seattle, à Indiana. C'était un bon joueur, hein, mais c'est sûr que par rapport à Anthony Edwards. Et bon, d'un côté, c'est Rachid Wallace. Hein, c'est logique, si l'ego est touché, Shid, il va y aller. Il va pédaler à 10 000 km/h dans le sens inverse pour prouver son point de vue. Mais c'est assez. En ce moment, il y a vraiment une sorte de. Les propos d'Edwards qui ont été en plus lâchés dans un panel lors d'une tournée de promo pour je sais pas quoi. Enfin, c'est pas une interview où il fait je livre mes vérités sur. Tu vois, c'est quand même un truc un peu dit à la volée et je suis pas sûr qu'il avait pensé que ça provoquerait autant de trucs parce que tous les jours il y a des gens qui réagissent sur l'ancienne génération. La génération actuelle, oui, il n'y avait pas que des mecs pas techniques, il n'y avait pas que des plombiers. Oui, mais aujourd'hui, ils sont quand même tous plus forts. Enfin, c'est même nous, on en parle parce que c'est assez fou. Et c'est marrant, on en parlait tout à l'heure aussi. Il y a Dominique Wilkins qui était dans le podcast All the Smoke là, avec Stephen Jackson et Matt Barnes. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, parce que je comprends. Lui, il fait partie des joueurs qui sont plutôt très, très positifs et enthousiastes avec les joueurs actuels. Et il y a un truc qui le dérange, je te lis sa citation parce que je la trouve pertinente. Il dit, nous, quand on parle entre nous, avec donc les joueurs des années 80-90, il dit, on respecte les joueurs de toutes les époques parce qu'on a appris le jeu grâce à eux, grâce à ceux qui sont passés avant nous.
Et on se dit que les joueurs actuels, c'est leur moment. Nous, on a eu le nôtre et on s'efface un peu. Et ce qu'il dit, il dit par contre, je déteste les voir essayer de nous chier dessus simplement pour appuyer leur point de vue. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Un grand joueur, c'est un grand joueur. Je me moque de l'époque à laquelle il a joué. Il ne faut pas utiliser les époques passées pour te mettre toi en valeur. Et c'est intéressant. Et lui, il dit bien ce qu'on a remarqué depuis toutes ces années avec Dominique Wilkins, qui peut avoir des prétentions solides en termes de, si on parle de meilleur attaquant de sa génération, parmi les meilleurs attaquants all-time, Dominique Wilkins, c'est quand même violent. Qui était probablement le plus gros snobé de la liste originale des 50 plus grands joueurs de l'histoire. C'était probablement le plus gros snobé de toute cette liste. Exactement. Et il dit, et c'est vrai, on l'a jamais entendu dire, même dans son prime, moi je suis meilleur techniquement ou physiquement que Will Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson. Il a cité ces joueurs-là. Il dit parce que c'est un grand joueur et un grand joueur à toutes les époques. Il n'y a pas besoin de dire je suis meilleur qu'un tel. Avant, techniquement, ils étaient moins forts. Enfin, voilà. J'aime bien ce côté où Dominique Wilkins apaise un peu et demande quand même aux gars comme Anthony Edwards et autres de se cultiver un peu. Je pense que ça fait pas de mal. On adore la spontanéité d'Anthony Edwards et il sort des punchlines toutes les 3 semaines. Mais c'est vrai que parfois, le fait d'être aussi peu documenté sur tout ce qui s'est passé avant Kevin Durant, on va dire, c'est son idole. Donc avant l'arrivée de Kevin Durant en NBA, parfois c'est pas mal quand même. Parce que ce que fait Kevin Durant, c'est inspiré de ce qu'ont fait des joueurs avant lui. Peut-être Dominique Wilkins, par exemple. Et c'est quand même, je trouve que surtout quand tu es joueur pro et que tu prends le risque de t'exprimer sur ces choses-là, c'est bien de savoir un peu ce qui s'est fait avant quand même. Mais bon, ça n'empêche pas que Anthony Edwards est un meilleur joueur et finira sa carrière comme un meilleur joueur que Derrick Mackey. Ça ne fait aucun doute. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, ce que je trouve un peu dramatique là-dedans, c'est que tout le monde. J'ai l'impression que les vieux comme les jeunes s'affichent systématiquement en fait quand ils font des sorties comme ça, parce que tu dis, bon, bah, les jeunes, ils ont aucune idée de ce qui s'est passé avant eux. Je force le trait, hein, je sais qu'il y en a qui savent ce qui s'est passé avant eux. Et pour les vieux, t'as l'impression, tu dis, mais vous regardez pas les matchs en fait. Arrêtez de penser que c'est les plus grands joueurs d'aujourd'hui n'auraient pas pu jouer à votre époque. C'est faux en fait, dans un sens comme dans l'autre. Tu prends Bill Russell, Will Chamberlain et tu les biberonnes au basket moderne depuis qu'ils ont 5 ans et tu les mets dans des dans des conditions d'entraînement, de santé, d'alimentation qui sont ceux d'aujourd'hui. Aucun problème pour qu'ils soient dominants dans la ligue d'aujourd'hui, de la même manière que si les meilleurs joueurs d'aujourd'hui avaient appris le basket sans la ligne à 3 points, avec un basket plus dur où il fallait passer un cap physiquement pour s'imposer, ils auraient aussi réussi à s'imposer. Les plus grands joueurs auraient pu jouer à toutes les époques. Il n'y a que peut-être quelques très très rares exceptions où on peut se poser la question parce que, je sais pas, et encore, tu vois, j'allais te dire les joueurs des années 60, mais c'est un peu honteux parce que c'est pareil, tu prends George Mikan et tu le mets dans des camps de basket, de big men d'aujourd'hui, depuis qu'il a 12 ans, ça se trouve, il aurait développé des qualités athlétiques dont il n'avait pas besoin à l'époque pour être dominateur. Donc, bon, voilà. C'est quand même un peu c'est absurde. On va vous passer. Il y a eu encore une saillie de Shaq au sujet de Rudy Gobert. On vous en fait l'économie, mais il y a une news dessus sur Basket Session si vous voulez aller voir. Si vous voulez un complément, allez sur Basket Session. On espère simplement, s'ils pouvaient donner des avis plus pertinent, plus travaillé, plus recherché que simplement vouloir être soit dans la rancœur, soit dans le je m'en fous, de toute façon c'est des anciens joueurs, c'est pas mon problème. Ça serait mieux pour tout le monde, ce serait mieux pour le sport, je pense en fait. C'est clair. Voilà, il y a déjà Skip Bayless et Stephen A. Smith, on n'a pas besoin que les joueurs NBA s'y mettent à leur tour. Voilà pour le tour de l'actualité aujourd'hui. On vous retrouve bien entendu demain et d'ici là on vous souhaite de passer une excellente journée. Salut à tous. Yes, à demain.